Elle est la bonne. Elle frotte les sols, lave la vaisselle, c'est tout ce à quoi elle sert, a dit ma sœur à sa famille. Je l'ai regardée. Je n'ai rien dit. Son fiancé a posé sa fourchette. Qu'a fait ta sœur quand tu étais à l'hôpital pendant 5 mois? Silence. La bague à la main de ma sœur a coûté 4 000 €. Je le sais parce que je l'ai payée. Elle ne sait pas que je sais. Elle pense que je crois l'histoire qu'elle m'a racontée il y a 2 mois, celle où l'argent de Théo a disparu. Des factures médicales d'urgence, a-t-elle dit. Sa voix se brisant au téléphone comme elle se brise toujours quand elle a besoin de quelque chose. L'argent est parti le lendemain matin. 4 000 € d'un compte d'épargne constitué pendant 8 ans. Aucune question posée. Aucune preuve demandée. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur ce que je fais dans la vie parce que cela aura de l'importance plus tard. Coordinatrice de la facturation hospitalière. Ce travail implique de traiter les réclamations d'assurance, de croiser les dossiers des patients, de signaler les écarts entre ce que les prestataires facturent et ce que les compagnies approuvent, 40 heures par semaine pour s'assurer que les chiffres correspondent. Les écarts se montrent d'eux-mêmes, que l'on veuille les voir ou non. Les écarts étaient là avec Kristen, aussi évident qu'une erreur de facturation un mardi matin. Mais cette fois-ci, détourner le regard était plus facile que de regarder de près. Le dîner a eu lieu à la maison Brennan à Glastonbury, une maison coloniale en briques avec des volets noirs et une cour avant qui donnait l'impression que quelqu'un avait payé un service pour maintenir cette nuance spécifique de vert. Les parents de Théo, sa mère Connie, avaient mis la table pour 10, des serviettes en tissu blanc pliées en triangle, et il y avait un centre de table fait d'hortensia que je savais qu'elle avait arrangé elle-même car un côté était légèrement plus fourni que l'autre. Je remarque ce genre de choses. La plupart des gens ne le font pas. C'est soit ma plus grande compétence, soit mon plus gros problème, selon les jours. Kristen était déjà assise quand je suis arrivé. Elle portait une robe crème, la bague, et elle riait de quelque chose que le frère de Théo avait dit, sa main posée sur le bras de Théo d'une manière qui était à la fois décontractée et calculée. Elle est douée pour cela. Elle travaille dans le marketing, et elle traite chaque pièce dans laquelle elle entre comme une campagne. Théo s'est levé quand je suis entré. Il m'a serré la main, l'a tenue un battement plus longtemps qu'une poignée de main normale. Ses yeux ont fait quelque chose que je ne pouvais pas lire, pas à ce moment-là. Plus tard, je comprendrai ce que ce regard signifiait. Mais à cette table, à ce moment-là, j'ai pensé qu'il était simplement poli. Ma place était entre Connie et la grand-mère de Théo, une femme nommée Beth qui avait pris l'avion depuis le Michigan et qui sentait la lavande et ne parlait que lorsqu'elle avait quelque chose valant la peine d'être dit. Connie m'a interrogé sur mon travail, et quand je lui ai dit, elle a hoché la tête de la manière dont les gens hochent la tête quand ils comprennent ce que l'on ressent après 40 heures de paperasse. Elle avait été infirmière scolaire pendant 22 ans. Nous nous sommes compris en 3 phrases. Ensuite, Connie s'est tournée vers Kristen. Amicale. Chaleureuse. Faisant simplement la conversation. Et que fait votre sœur, Kristen? Ma sœur m'a regardé. Elle a souri. C'était le sourire qu'elle pratiquait depuis qu'elle avait 12 ans. Celui qui fait croire à tout le monde dans la pièce qu'elle est enjouée alors qu'elle est précise. Elle a regardé Connie, puis la grand-mère de Théo, puis de nouveau Connie. Oh, Dana? Elle a agité la main. Celle avec la bague. Ma bague. Elle est la bonne. Elle frotte les sols, lave la vaisselle, c'est tout ce à quoi elle sert. Elle a ri. Quelques personnes à table ont ri avec elle. Ce genre de rire poli que les gens font quand ils ne sont pas sûrs si quelque chose est une blague, mais ne veulent pas être ceux qui ne comprennent pas. Connie n'a pas ri. Son visage est resté immobile. Pas en colère. Immobile. Le genre d'immobilité qu'une femme apprend après 22 ans passés à regarder des enfants être cruels les uns envers les autres et à savoir exactement quand la cruauté est réelle. Mes yeux se sont posés sur Kristen, puis sur la bague à sa main. Ma bague. Le silence. C'est ma langue maternelle. 30 ans de maîtrise. 3 secondes se sont écoulées. Peut-être 4. Et puis quelque chose s'est produit qui ne s'était jamais produit auparavant dans toute ma vie. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai reculé ma chaise. Je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse. Je veux clarifier quelque chose, ai-je dit.
Ma voix était posée. Elle ne tremblait pas. Je ne pleurais pas. Je faisais juste ce que je fais au travail quand les chiffres sont faux et que quelqu'un doit l'entendre. Pendant 5 mois, j'ai lavé ma sœur tous les jours parce qu'elle ne pouvait pas se tenir debout dans une douche. Je l'ai conduite à 43 rendez-vous de physiothérapie. J'ai cuisiné 147 repas et je les ai apportés dans sa chambre d'hôpital. J'ai dormi sur une chaise à côté de son lit pendant les 6 premières semaines parce qu'elle avait peur d'être seule la nuit après son opération. J'ai déposé ses réclamations d'assurance lorsque son prestataire a refusé la couverture. J'ai payé 11 000 € de factures médicales que son assurance ne couvrait pas. Tout cela en travaillant à temps plein, et pendant qu'elle disait à ses amis et à son fiancé que je lui rendais à peine visite. Personne n'a bougé. C'est ce que la bonne a fait. La chaise m'a accueilli à nouveau. Les serviettes ont été lissées. Les mains sur mes genoux. Théo a posé sa fourchette. Pas rapidement. Lentement. La façon dont quelqu'un pose quelque chose quand il a déjà pris une décision et attend juste le bon moment pour la dire à haute voix. Il a regardé Kristen. Son visage était calme. Sa voix ne l'était pas. Kristen. Calme. Chaque syllabe mesurée. Qu'a fait ta sœur quand tu étais à l'hôpital pendant 5 mois? Kristen a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Et qui a payé pour cette bague? La table était si silencieuse que l'on pouvait entendre le concentrateur d'oxygène de Beth bourdonner doucement depuis le salon. Kristen a regardé Théo. Puis moi. Puis de nouveau Théo. Sa bouche a bougé. Elle a commencé à former une phrase. S'est arrêtée. A recommencé. Tu m'as donné l'argent pour. Elle s'est tue. Elle l'avait entendu au moment où les mots avaient quitté sa bouche. Théo lui avait donné l'argent. Tout le monde l'avait entendu le dire. Et Théo demandait qui avait payé. Ce qui signifiait que Théo connaissait déjà la réponse. Ce qui signifiait que l'histoire qu'elle avait construite, l'architecture minutieuse de qui elle était et de qui j'étais et de qui méritait quoi, s'effondrait en temps réel. Lors de son propre dîner de fiançailles devant les personnes dont elle avait le plus besoin qu'elle la croie. Ma main est allée dans mon sac. J'ai quelque chose que je voudrais que tout le monde entende. Le téléphone était déjà déverrouillé. L'enregistrement était déjà prêt. Pas parce que j'avais planifié cela. Parce qu'une personne de type ISTJ qui travaille dans la facturation hospitalière ne supprime pas les messages vocaux, n'efface pas les journaux d'appel et ne jette pas les reçus. Tout est classé. Tout a une date. Et ce fichier particulier se trouvait dans un dossier étiqueté Kristen depuis la nuit où elle m'avait appelé en pleurant au sujet de la bague. C'est un appel téléphonique d'il y a 2 mois, ai-je dit. Ma sœur m'a appelé pour me demander de l'aide. Diane s'est levée à moitié de sa chaise. Dana, ne faisons pas cela ici. C'est la soirée de ta sœur. Nous faisons cela ici, maman. Ma voix ne s'est pas élevée. Parce que c'est en ne le faisant pas ici que nous sommes arrivés à cette table. Diane s'est rassise. Sa bouche s'est ouverte et fermée une fois. Comme une porte que quelqu'un a changé d'avis de franchir. L'enregistrement a été lu. La voix de Kristen d'abord. Fine. Se brisant. Le ton spécifique qu'elle utilise quand elle a besoin de quelque chose qu'elle ne veut pas demander. Dana, j'ai besoin d'aide. Théo m'a donné de l'argent pour la bague, mais j'ai dû l'utiliser pour des factures urgentes de l'hôpital. Des frais à la charge du patient et un solde qu'il disait être en retard. Il ne me reste rien. Peux-tu m'aider? Ma voix, plate et immédiate. De combien as-tu besoin? 4 000, je te rembourserai, je le promets. D'accord. C'était tout. 41 secondes. Tout l'enregistrement. Ma sœur qui demandait et moi qui disais d'accord. Le silence qui a suivi n'était pas du genre poli. C'était le genre où les gens font des mathématiques qu'ils ne veulent pas faire. Théo avait donné de l'argent à Kristen pour une bague. Kristen m'avait dit que cet argent avait disparu. Kristen m'avait demandé la même somme. La bague était à sa main. Mon argent était à son doigt. Et chaque personne à cette table pouvait le voir. La main de Connie était sur sa bouche. Martin avait posé sa fourchette pour la première fois de la soirée et placé ses 2 mains à plat sur la table, de la manière dont un homme le fait quand il décide s'il doit parler ou attendre. Beth,
La grand-mère de Théo venue du Michigan, a regardé la bague. Puis Kristen. Puis, très lentement, Théo. Kristen a bougé la première. Cet enregistrement est hors contexte. Elle manipule la situation. Elle fait toujours ça. Elle a toujours été jalouse de moi. Et maintenant elle essaie de ruiner mes fiançailles parce qu'elle ne supporte pas que je sois heureuse. Sa voix était plus forte que nécessaire. Voix de marketing. Mode campagne. Mais la pièce n'y croyait pas. Quand vous venez d'entendre la propre voix d'une femme sur un enregistrement, le contexte ne fonctionne pas comme d'habitude. Théo a parlé sans détourner le regard de Kristen. Hors contexte, a-il répété ces mots de la façon dont un professeur répète une mauvaise réponse. Pas cruellement, mais précisément. Tu m'as dit que tu avais acheté cette bague avec tes propres économies. Tu l'as dit dans ma voiture la nuit où nous l'avons récupérée. Et tu l'as redit quand ma mère a posé des questions à ce sujet la semaine dernière. Il a fait une pause. 2 fois. Les yeux de Kristen se sont tournés vers Diane. Maman, dis-leur. Dis-leur qu'elle a toujours été comme ça. Diane n'a pas bougé. Ses mains étaient sur ses genoux. Son visage était celui d'une femme qui a passé 30 ans à construire un mur avec des phrases comme « Ne faisons pas cela ici et tu sais comment elle est » et qui vient de voir quelqu'un conduire un camion à travers le milieu de celui-ci. Elle n'a rien dit. C'était la première fois de ma vie que ma mère ne défendait pas Kristen. Pas parce qu'elle avait choisi mon camp. Parce qu'elle n'avait plus de mur. Théo s'est levé. A rentré sa chaise. A ajusté sa veste. Chaque mouvement précis. Sans précipitation. La façon dont une personne bouge quand elle maintient les choses ensemble par pure mécanique. Parce que les sentiments n'ont pas encore rattrapé le reste. Je dois partir, a-t-il dit. Théo, s'il te plaît. Laisse-moi expliquer. Il a regardé Kristen pendant un long moment. Puis il m'a regardé. Le regard a duré 2 secondes. Un hochement de tête. Petit. Presque invisible. Pas merci et pas je suis désolé. Mais quelque chose entre les deux qui n'avait pas besoin de mots. Puis il a traversé la cuisine. Passé le centre de table d'Hortensia que Connie avait arrangé ce matin-là. Et franchi la porte de derrière. Le bruit d'une voiture qui démarre. Puis du gravier. Puis rien. Martin a pris sa serviette. L'a pliée en 2. L'a posée à côté de son assiette. A regardé Connie. Connie a regardé la table. Aucun d'eux n'a parlé. Et dans ce silence, il y avait une conversation complète que seuls 34 ans de mariage peuvent contenir. Kristen était toujours debout. Ses mains tremblaient. La bague a accroché la lumière du lustre et a jeté un petit arc-en-ciel sur la nappe, ce qui était le genre de détail qui ne devrait pas avoir d'importance mais qui en avait. Dana. Sa voix était différente maintenant. Plus petite. Pas la voix du marketing. L'autre. Celle qu'elle utilisait à 3 heures du matin pendant la pire semaine à l'hôpital, quand les analgésiques se dissipaient tôt, et qu'elle ne pouvait pas atteindre le bouton d'appel. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu m'as appelé la bonne, ai-je dit, devant des personnes qui me rencontraient pour la première fois. Tout en portant une bague que je t'ai achetée. Après 5 mois de ma vie que tu as effacée, il n'y a rien d'autre à dire. Donc rien d'autre n'a été dit. C'était un plaisir de vous rencontrer, Madame Brennan, ai-je dit à Connie en sortant. Je suis désolé que ce soit ainsi. Connie a attrapé mon bras. Sa poigne était ferme. Ferme comme une infirmière scolaire. Ferme comme 22 ans passés à retenir des enfants qui ne voulaient pas être retenus. Ne vous avisez pas de vous excuser, a-t-elle dit. Calme. Absolu. Le trajet pour rentrer a duré 22 minutes. La radio est restée éteinte. Les vitres sont restées fermées. Mes mains étaient stables sur le volant. Stable dans le virage à gauche sur la route 9. Stable en passant devant la station-service où Kristen et moi avions l'habitude d'acheter des boissons glacées quand nous étions enfants, et que le monde était un endroit où les sœurs étaient du même côté. Stable tout au long du chemin du retour. Et puis, dans l'allée, avec le moteur toujours en marche et les phares pointés vers ma porte d'entrée, mes mains ont commencé à trembler. Pas pendant. Après. C'est comme ça que cela fonctionne avec moi.
Le corps attend que le travail soit fait, et ensuite il vous dit ce que le travail a coûté. Mais le dîner n'était que le commencement. Parce que ce que personne à cette table ne savait, ce que Théo et moi avions convenu de garder entre nous, c'est qu'il avait déjà entendu la vérité. 2 semaines avant ce dîner, un mardi soir, quand il est arrivé à ma porte en voulant me crier dessus pour être une sœur terrible, et qu'il est reparti 1 heure plus tard incapable de parler. Cette histoire commence par un coup à la porte. Le coup à la porte est venu un mardi à 6h45 du soir, 2 semaines avant le dîner. 2 semaines avant la bague et l'enregistrement et l'expression sur le visage de Connie Brennan que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. J'étais debout au comptoir de la cuisine en train de couper des poivrons pour un sauté que j'allais manger seul, de la façon dont je mange la plupart des repas. Le couteau était aiguisé. Les poivrons étaient rouges et verts. L'appartement sentait l'huile de sésame. Ce sont les types de détails dont je me souviens parce que mon cerveau stocke les moments ordinaires juste à côté des moments extraordinaires. Et parfois, les ordinaires sont plus bruyants. L'homme à la porte était grand, au début de la trentaine, avec ce genre de posture que les gens qui se tiennent devant des salles de classe développent au fil du temps, les épaules en arrière, le menton à niveau, les mains visibles. Il portait une veste en velours côtelé avec un stylo accroché à la poche intérieure, et son visage portait l'expression spécifique de quelqu'un qui a répété ce qu'il s'apprête à dire, mais n'est pas entièrement sûr que les mots sortiront dans le bon ordre. Êtes-vous Dana Calloway? Oui. Mon nom est Théo Brennan, le fiancé de votre sœur. Il a fait une pause. Puis-je entrer? Il y a des moments où le corps sait quelque chose avant que l'esprit ne rattrape. Ma main s'est resserrée sur le cadre de la porte. Pas parce que j'avais peur de lui. Parce que son nom était le nom que Kristen prononçait depuis 8 mois, avec la voix qu'elle réserve aux choses qu'elle considère comme des réussites. Et l'entendre attaché à une personne réelle se tenant sur le pas de ma porte à l'heure du dîner signifiait que quelque chose était sur le point de changer. Entrez. Il s'est assis sur le bord de mon canapé de la manière dont s'assoient les gens qui n'ont pas l'intention de rester longtemps. Les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il a regardé le sol pendant environ 10 secondes avant de parler. Kristen m'a parlé du temps que vous avez passé à l'hôpital quand elle se remettait. Sa voix était prudente. Mesurée. La voix d'un homme qui enseigne à des adolescents pour gagner sa vie et a appris que le ton compte plus que le volume. Elle m'a dit que vous étiez autoritaire. Que vous preniez des décisions concernant ses soins sans demander. Que vous la traitiez comme une patiente, au lieu d'une sœur. Les poivrons étaient toujours sur le comptoir. Le couteau était toujours sur la planche à découper. L'huile de sésame commençait à fumer légèrement parce que j'avais oublié d'éteindre le feu. Elle a dit que vous lui avez à peine rendu visite les 2 derniers mois. Que vous vous en êtes lassé. Que vous lui avez fait sentir qu'elle était un fardeau. Chaque phrase a atterri à un endroit précis. Autoritaire. À peine rendu visite. Fardeau. Ce n'étaient pas les sentiments de Kristen. C'étaient les arguments de discussion de Kristen. Soigneusement choisis. Stratégiquement déployés. Ma sœur travaille dans le marketing. Et elle commercialise tout, y compris sa propre histoire. J'ai besoin de comprendre, a dit Théo. Parce que la femme que je suis sur le point d'épouser m'a dit que sa sœur l'avait maltraitée pendant les pires 5 mois de sa vie. Et j'ai besoin de savoir si c'est vrai avant de m'asseoir en face de vous à une table de dîner et de prétendre que tout va bien. Il ne criait pas. Il ne menaçait pas. Il faisait ce qu'un homme bon fait quand quelqu'un qu'il aime lui dit qu'elle a été blessée. Il se présentait. La mauvaise personne. La mauvaise porte. Mais il se présentait. Attendez ici, ai-je dit. Le dossier était dans le 2e tiroir de mon classeur. Derrière les déclarations de revenus et devant l'assurance automobile. En papier manille. Étiqueté. Divisé par mois. 5 onglets. 5 mois. L'habitude d'une femme qui traite des dossiers médicaux pour gagner sa vie. Et qui n'a jamais de sa vie jeté un document comportant une date. Je l'ai posé sur la table basse devant lui. Ouvert au premier onglet. Ce sont des photocopies du registre des visiteurs de l'hôpital du Centre médical Saint-Francis. De février à juin de l'année dernière. Mon nom apparaît sur chaque page. 147 entrées. Une pour chaque jour où ma sœur a été admise. Théo a regardé la première page. Puis la deuxième. Puis il a commencé à feuilleter.
Ses mains ont ralenti vers avril. En mai, elle s'était arrêtée. Ce sont les reçus de livraison de repas. 147 repas. Petit déjeuner ou dîner, selon son emploi du temps de thérapie. Chacun a un horodatage et ma signature. Il n'a pas levé les yeux. Ce sont les formulaires de réclamation d'assurance que j'ai déposés en son nom lorsque son prestataire a refusé la couverture pour ses séances de physiothérapie. 7 appels. 4 approuvés. 3 refusés. Ceux qui ont été refusés, je les ai payés de ma poche. J'ai sorti la dernière section. Et ce sont des photos que j'ai prises pour suivre les progrès de sa convalescence. Son chirurgien m'a demandé de documenter sa mobilité chaque semaine. Les photos. Kristen en fauteuil roulant. Son visage détourné de l'appareil photo. Kristen essayant de se tenir debout. Mes mains sur ses avant-bras. Le physiothérapeute derrière elle. Kristen dormant dans le lit d'hôpital avec un ours en peluche que ses collègues avaient envoyé. Et à côté d'elle, visible dans le coin du cadre, le bras d'une chaise. Ma chaise. Celle sur laquelle j'ai dormi pendant 6 semaines parce qu'elle avait peur du noir. Théo a fermé le dossier. A posé ses 2 mains à plat dessus. Sa mâchoire était serrée. Sa respiration avait changé. Plus courte. Plus superficielle. La façon dont la respiration change quand le corps absorbe des informations que l'esprit n'a pas encore traitées. Elle m'a dit que vous lui rendiez à peine visite. Tous les jours. Pendant 147 jours. Elle m'a dit que vous lui faisiez sentir qu'elle était un fardeau. Au jour 93, je me suis effondré d'épuisement et j'ai été admise dans le même hôpital. 2 étages au-dessus de sa chambre. Personne n'est venu me voir. Ni Kristen. Ni ma mère. Cette partie-là, je n'avais pas prévu de la dire. C'est sorti de la manière dont les choses sortent quand on les a portées dans un endroit spécifique derrière les côtes. Et que quelqu'un pose enfin la bonne question. Théo est resté assis là pendant un long moment. Le dossier sous ses mains. Les photos à l'intérieur. Les preuves de 5 mois que ma sœur avait condensées en une phrase. Elle a à peine rendu visite. Je dois lui dire que je sais, a-t-il dit. Non. Il a levé les yeux. Ne dites rien. Elle est toujours ma sœur. Quoi qu'elle vous ait dit. Quoi qu'elle ait fait. Elle est toujours ma sœur. Et je ne veux pas que cela ruine ce qu'elle a avec vous. Ma voix était stable. Les mots étaient pratiqués. Pas parce que je les avais répétés. Mais parce que j'en avais prononcé une version toute ma vie. Ne pas aggraver les choses. Ne pas faire de vagues. Être l'aîné. Garder le contrôle. Vous voulez que je m'assoie à ce dîner et que je ne dise rien? Oui. Sachant ce que je sais. Oui. Il s'est levé. A marché jusqu'à la porte. S'est arrêté. Ne s'est pas retourné. Je vais essayer, a-t-il dit. Mais je ne suis pas fait de la même manière que vous, Dana. Je ne peux pas savoir que quelque chose ne va pas et prétendre que tout va bien. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je sais. Mais s'il vous plaît, essayez. Pour elle. La porte s'est fermée derrière lui. L'appartement est devenu silencieux. L'huile de sésame avait entièrement brûlé. Le sauté était gâché. Les poivrons étaient restés sur le comptoir exactement là où je les avais laissés. Rouge et vert. Soigneusement tranchés. En attendant un repas qui n'a jamais été préparé. J'aurais dû savoir que le silence a une date d'expiration. Le sien a duré 14 jours. Le mien avait duré 30 ans. Et la différence entre nous n'était pas la patience. La différence était qu'il croyait que la vérité devait être dite et je croyais qu'il fallait y survivre. Shai s'est présentée le lendemain matin avec 2 cafés et le regard qu'elle a quand elle sait déjà tout. Pas parce que quelqu'un lui a dit. Parce que Shai est infirmière aux urgences depuis 11 ans et qu'elle lit les gens de la même manière que je lis les codes de facturation. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, a regardé le dossier toujours ouvert sur la table basse, m'a regardé et a dit, « Alors, parle-moi du fiancé. » Shai n'a pas demandé comment j'allais. Elle ne pose pas cette question parce qu'elle la considère comme le gaspillage d'une phrase parfaitement bonne. Ce qu'elle fait à la place, c'est s'asseoir à votre table de cuisine avec 2 cafés et attendre que vous commenciez à parler.
Et si vous ne commencez pas à parler dans les 90 secondes, elle commence à parler pour vous et elle est généralement plus précise que vous ne le seriez de toute façon. Dis-moi tout, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Le dîner, la bague, l'enregistrement, la visite de Théo 2 semaines avant, le dossier, les registres des visiteurs, l'expression sur le visage de Connie Brennan quand l'enregistrement a été lu. Shai a écouté de la manière dont elle écoute les patients aux urgences, tout son corps pointé vers vous et son café intact et ses yeux faisant quelque chose qui n'est pas tout à fait de la sympathie et pas tout à fait du jugement, mais quelque part entre les deux où réside la vérité. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant exactement 3 secondes. Puis elle a posé son café. Alors, que je comprenne bien. Tu as soigné ta sœur pendant 5 mois. Tu as acheté la bague de fiançailles qu'elle portait. Et elle t'a présenté à toute sa famille comme la bonne. Elle a levé un doigt. Chérie, les bonnes sont payées. Tu étais une bénévole. La Croix-Rouge envoie aux gens comme toi des lettres de remerciement et un sac fourre-tout. C'était la première fois que je riais depuis le dîner. Bref. Surpris. Le genre de rire qui s'échappe avant que vous ne puissiez décider si vous l'avez mérité. Mais Shai n'avait pas terminé. Elle s'est penchée en avant, les 2 mains autour de son café. La posture de l'infirmière des urgences. Celle qu'elle utilise quand elle est sur le point de dire quelque chose que le patient ne veut pas entendre. Tu l'as aussi laissé faire. Pendant 7 ans, à chaque fois qu'elle a réécrit ce qui s'était passé, tu as souri et hoché la tête et tu n'as rien dit. À chaque fois que ta mère a dit tu sais comment et Kristen, tu as accepté cela comme une explication au lieu de l'appeler pour ce que c'était. Une excuse. Elle a fait une pause. Tu avais le dossier, Dana. Tu avais les reçus et les registres et les photos. Tu aurais pu les montrer à n'importe qui à n'importe quel moment. Tu as choisi le silence et tu l'as appelé de l'amour. La cuisine était silencieuse. Le café refroidissait. Shai avait raison, et nous le savions toutes les deux. Et la douleur spécifique d'avoir raison quand on ne le veut pas est quelque chose que Shai comprend mieux que la plupart des gens, car elle annonce ce genre de nouvelles pour gagner sa vie. Qu'est-ce que j'étais censé faire, ai-je dit. Elle était à l'hôpital. Elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Et ensuite. Elle s'est rétablie. Et ensuite elle a passé 6 mois à dire à son petit ami que tu l'avais abandonné. Ce sont 2 choses différentes. Le fait d'avoir failli mourir lui vaut de la compassion. Le mensonge, non. Shai est parti 1 heure plus tard. Les tasses de café sont allées dans l'évier. L'appartement est redevenu silencieux. Mon téléphone a vibré 11 fois cet après-midi-là. Kristen. Elle ne m'appelait pas. Elle appelait tout le monde. Le premier signe est apparu sur Instagram à 2.17. Une story. Texte blanc sur fond noir. Le format que les gens utilisent quand ils veulent avoir l'air sérieux sans avoir l'air d'essayer. Ma propre sœur a essayé de m'humilier à mon dîner de fiançailles. Après tout ce à quoi j'ai survécu. Après 5 mois à l'hôpital à me battre pour ma vie, c'est ainsi que ma famille me traite. À 4 heures, 3 amis communs m'avaient envoyé par SMS des variantes de la même question. Que s'est-il passé au dîner? Chaque SMS était formulé différemment mais contenait le même sous-texte. Kristen nous a appelés. Nous avons entendu sa version. Nous voulons entendre la tienne avant de décider. Ma sœur travaille dans le marketing. Elle a lancé une campagne complète en moins de 3 heures. Les médias sociaux pour le grand public. Des appels personnels pour le cercle intime. Un message vocal en pleurs à notre mère qui, j'en suis certaine, incluait la phrase « Elle a toujours été jalouse de moi ». Parce que c'est le grand titre de prédilection de Kristen. Et cela a fonctionné sur Diane pendant 30 ans. L'appel à Théo est venu en dernier. Mode charme. La voix qui se brise. Elle avait planifié cela. Théo. Elle voulait m'humilier. S'il te plaît, ne la crois pas. Tu me connais. La réponse de Théo, dont il m'a parlé plus tard, tenait en 8 mots. Kristen, j'ai vu les registres des visiteurs. Puis il a raccroché. Chaque contre-attaque que Kristen a lancée ce jour-là a révélé un peu plus de ce qu'elle était. Pas à moi. Aux personnes qu'elle essayait de convaincre. Parce que lorsque vous racontez à 12 personnes différentes 12 versions légèrement différentes de la même histoire, et que l'une de ces personnes a 147 reçus qui disent le contraire,
les versions commencent à se heurter les unes aux autres. Et les personnes qui les détiennent commencent à comparer. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et le dossier à côté et l'appartement dans le noir à l'exception de l'écran. Le dossier était toujours ouvert à la section des photos. Kristen dans le fauteuil roulant. Kristen essayant de se tenir debout. Le bras de ma chaise dans le coin du cadre. Mes mains étaient sur le clavier mais je ne tapais pas. Je regardais le dossier, de la façon dont on regarde quelque chose que l'on a porté pendant longtemps, sans jamais se demander pourquoi. Des preuves. 147 jours de preuves. Organisé. Étiqueté. Sauvegardé. Classé de la manière dont quelqu'un classe des choses dont il s'attend à avoir besoin un jour. On ne garde pas de preuves d'amour. On garde des preuves des choses que l'on a peur que personne ne croira. Cette pensée est arrivée silencieusement. Comme les pensées importantes arrivent toujours. Sans fanfare. Sans larmes. Juste une phrase qui s'est installée dans l'espace entre ce que je m'étais dit et ce que j'avais toujours su. Je tenais des registres parce que je savais. Pas consciemment. Pas formellement. Mais quelque part sous le classement et l'étiquetage et les sauvegardes, j'avais toujours su que le jour viendrait où ma parole ne suffirait pas. Où Kristen réécrirait ce qui s'était passé et où tout le monde croirait sa version. Parce que sa version était plus chaleureuse et plus forte et plus divertissante que la mienne. Et j'aurais besoin de preuves. Pas parce que j'étais paranoïaque. Parce que je faisais attention. La première fois que j'ai appris à prêter attention de cette manière, j'avais 14 ans. Kristen en avait 7. Elle est tombée de la cage à poules au parc Ridgewood et s'est cassé le bras. Je n'étais pas là. J'étais à la bibliothèque publique à 3 pâtés de maison de là, travaillant sur un projet d'histoire qui devait être rendu lundi. Ma mère a récupéré Kristen aux urgences, l'a ramenée à la maison avec un plâtre et une sucette, et m'a regardé, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec mon sac à dos toujours sur le dos. « Tu es la plus grande » a-t-elle dit. « Tu aurais dû la surveiller. » J'étais à la bibliothèque. Kristen était au parc avec 2 amis et un parent bénévole. Il n'y avait aucune version des faits dans laquelle j'étais responsable de ce qui s'était passé. Mais ma mère m'a regardé. Et sur son visage, j'ai vu quelque chose que je verrai beaucoup plus de fois dans les années qui ont suivi. Pas de la colère. De la certitude. La croyance absolue et inébranlable que lorsque quelque chose tourne mal avec Kristen, l'explication est d'Anna. C'est l'année où j'ai commencé à tenir des registres. Pas exprès. Mais c'est l'année où j'ai commencé à garder des bulletins de notes, à noter des dates, à conserver des talons de billets et des reçus dans une boîte à chaussures sous mon lit. Parce que la Dana de 14 ans a appris quelque chose que la Dana de 37 ans était seulement maintenant prête à dire à haute voix. Si vous ne pouvez pas prouver que c'est arrivé, ce n'est pas arrivé. Et personne dans ma famille n'allait jamais me croire sur parole. L'écran de l'ordinateur portable brillait dans l'appartement sombre. Le curseur clignotait. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Colonne A. Ce que j'ai donné. Colonne B. Ce que Kristen a dit aux gens. Colonne C. Ce qui s'est réellement passé. À minuit, la feuille de calcul faisait 14 lignes de long. Chaque ligne, une année. Chaque année, un schéma. Et pour la première fois de ma vie, je ne construisais pas un dossier pour survivre. Je construisais un dossier pour me battre. La feuille de calcul a changé les choses. Pas parce que l'information était nouvelle. Parce que le format l'était. 14 lignes. 14 années. Chaque ligne la même structure. Ce que j'ai donné. Ce que Kristen a dit que j'ai donné. Ce qui s'est réellement passé. Quand vous voyez un schéma dans un paragraphe, vous pouvez argumenter contre. Quand vous le voyez dans une feuille de calcul, il argumente avec vous. Ligne 3. L'année où Kristen a déménagé à Hartford pour son premier emploi dans le marketing. Ce que j'ai donné. J'ai co-signé son bail. J'ai conduit 2 heures un week-end sur 2. Pour l'aider à déballer. Remplir son réfrigérateur. Réparer ses rideaux parce qu'elle disait que le propriétaire ne le ferait pas. Ce que Kristen a dit aux gens. Elle a tout fait toute seule. Ce qui s'est réellement passé. Le propriétaire avait proposé de réparer les rideaux.
Kristen voulait que je le fasse parce qu'elle disait que le propriétaire la mettait mal à l'aise. Il ne le faisait pas. Elle voulait juste de la compagnie mais ne voulait pas le dire. Ligne 9. L'année où l'appendice de Kristen a éclaté à 2 heures du matin un jeudi. Ce que j'ai donné. J'ai conduit 40 minutes jusqu'aux urgences. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle sorte de l'opération. J'ai appelé son patron. J'ai appelé son assurance. J'ai récupéré ses ordonnances. Ce que Kristen a dit aux gens. Dana a réagi de manière excessive. Ce n'était qu'un appendice. Ce qui s'est réellement passé. Le chirurgien m'a dit plus tard qu'1 heure de plus aurait pu être une péritonite. 14 ans. La même forme à chaque fois. La contre-campagne que Kristen avait lancée après le dîner a duré environ 72 heures avant de commencer à s'effondrer sous son propre poids. La première fissure est venue d'une femme nommée Tessa qui avait été la colocataire de Kristen à l'université et qui avait reçu un appel téléphonique en pleurs le lendemain matin du dîner. Tessa m'a envoyé un SMS un mercredi. Kristen dit que tu lui as tendu une embuscade au dîner de fiançailles. Elle dit que tu as toujours été jalouse. Je veux entendre ta version avant de dire quoi que ce soit. Juste. Raisonnable. Le genre de message qu'une personne envoie quand elle connaît quelqu'un depuis assez longtemps pour soupçonner qu'une histoire unilatérale a généralement un autre côté. J'ai envoyé 3 photos à Tessa. Kristen dans le fauteuil roulant. La première marche assistée de Kristen. Le registre des visiteurs pour le mois de mars. Mon nom sur chaque ligne. Aucun commentaire. Aucune explication. Juste les images et les dates. Tessa n'a pas répondu pendant 2 jours. Quand elle l'a fait, le message était court. J'ai montré ça à Jess et Amanda. Kristen nous a dit que tu lui rendais visite peut-être 2 fois par mois. Vendredi, la story Instagram avait été supprimée. Pas parce que Kristen avait changé d'avis. Parce que les commentaires avaient commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Qu'est-ce que ta sœur a fait exactement pendant ces 5 mois? N'as-tu pas dit qu'elle s'était occupée de toi? Quelqu'un avait fait une capture d'écran de la story originale avant qu'elle ne disparaisse. Elle circulait encore dans une discussion de groupe dont Kristen ne faisait plus partie. C'est ce qui arrive quand on construit un récit sur des fondations dont quelqu'un d'autre possède les plans. Tôt ou tard, les plans circulent. Et les gens qui croyaient se tenir sur un sol solide regardent en bas et voient les fissures. Kristen a appelé notre mère 3 fois cette semaine-là. Chaque appel durait plus longtemps que le précédent. Diane ne m'a pas appelé. Pas pour prendre des nouvelles. Pas pour demander ce qui s'était passé. Pas pour prendre parti. Le silence de ma mère avait une texture spécifique que j'avais appris à lire en 30 ans. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui est en colère. C'était le silence de quelqu'un qui ne sait plus quelle version de l'histoire croire et qui a peur que choisir ne lui coûte l'une de ses filles. Le jeudi après-midi, 10 jours après le dîner, mon téléphone a sonné. Le numéro était local mais pas enregistré dans mes contacts. J'ai répondu. Dana, ici Connie Brennan. La voix était stable. Chaleureuse de la manière dont sont chaleureuses les personnes qui ont travaillé avec des enfants pendant des décennies. Pas parce qu'elles jouent la chaleur, mais parce qu'elles ont appris que le calme est la chose la plus utile que vous puissiez offrir à quelqu'un qui n'est pas calme. Je voulais vous appeler parce qu'il y a certaines choses que je dois dire, et je ne voulais pas les dire par l'intermédiaire de Théo. D'accord. J'ai été infirmière scolaire pendant 22 ans. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai passé 2 décennies assise en face d'enfants qui étaient maltraités à la maison et à apprendre à faire la différence entre un enfant qui est tombé d'un vélo et un enfant qui a été poussé. Cela signifie que j'ai vu à quoi ressemblent les soins. Les vrais soins. Le genre qui vous coûte du sommeil et de l'argent et des morceaux de vous-même que vous ne récupérez pas. Elle a fait une pause. Et j'ai vu à quoi ressemble l'ingratitude. Le genre qui réécrit ce que quelqu'un a fait pour vous afin de ne jamais avoir à dire merci. Ma main était sur le comptoir de la cuisine. L'autre main tenait le téléphone. Les deux étaient immobiles. Ce que votre sœur a dit à ce dîner n'était pas une blague. Ce n'était pas enjoué. C'était cruel. Et c'était calculé. Et chaque personne à cette table le savait au moment où les mots ont quitté sa bouche. Mon mari le savait. Beth le savait. Et Théo le savait. Parce que Théo avait déjà vu la vérité.
Et il était assis là à regarder la femme qu'il aimait mentir au visage de sa famille. La cuisine était très silencieuse. Vous n'êtes pas la bonne, ma chérie. Vous ne l'avez jamais été. Et je voulais que vous l'entendiez de la part de quelqu'un qui n'a aucun enjeu dans l'histoire de votre famille. Quelqu'un qui n'a aucune raison de prendre votre parti, sauf que votre parti est la vérité. Quelque chose s'est brisé. Pas bruyamment. Pas dramatiquement. Juste une fissure dans l'endroit derrière mon sternum où j'avais tout gardé, organisé et classé et étiqueté et sauvegardé pendant 30 ans. L'endroit où les personnes ISTJ stockent les choses qu'elles ne peuvent pas se permettre de ressentir pendant qu'elles traitent encore les faits. Les larmes sont venues sans bruit. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone pressé contre mon oreille, les yeux qui coulaient et la bouche fermée. Et je n'ai pas fait un seul bruit parce que c'est ainsi que je pleure. Silencieusement. Efficacement. Même mon chagrin a un système de classement. Merci, Madame Brennan. Je vous en prie. L'appel s'est terminé. La cuisine est restée silencieuse. La feuille de calcul était toujours ouverte sur mon ordinateur portable. 14 lignes de preuves qu'une étrangère venait de valider en 4 minutes avec rien d'autre que sa voix et ses 30 années passées à observer les gens. L'appel suivant est arrivé 2 heures plus tard. Kristen. Pas la voix qui se brise. Pas la voix du marketing. La voix en colère. Celle qui sort quand la campagne échoue et que le public cible ne répond pas de la manière prévue par les mesures. C'est de ta faute. Tu m'as humilié devant toute sa famille. Tu as fait jouer cet enregistrement pour me blesser. Tout ce qui se passe en ce moment est à cause de toi. Kristen. Théo est venu à mon appartement 2 semaines avant le dîner. Il est venu pour me crier dessus. À cause de ce que tu lui avais dit sur l'hôpital. Il est venu pour te défendre. J'ai laissé cela s'installer. Je lui ai montré les registres des visiteurs et il a changé d'avis en 6 minutes. Ce n'est pas de la manipulation. C'est des mathématiques. Tu n'avais pas le droit de lui montrer ça. Tu m'as appelé la bonne. Devant 12 personnes. Tout en portant une bague que j'ai payée. Après 5 mois que tu as effacé de l'histoire. Ma voix était la même voix que j'utilise lorsqu'un prestataire d'assurance refuse une réclamation qui aurait dû être approuvée. Plate. Factuelle. Définitive. J'ai fini, Kristen. J'ai fini de payer pour des choses et de prétendre que je n'ai pas payé. J'ai fini d'être là et de prétendre que cela ne compte pas. Et j'ai fini de garder le silence pour que ta version de l'histoire soit la seule que quiconque entende. Dana, attends. Au revoir, Kristen. Le téléphone a été posé face contre le comptoir. Mes mains tremblaient. Pas pendant. Après. C'est comme ça que cela fonctionne avec moi. La performance est stable. Le coup vient plus tard. Quand personne ne regarde. 2 semaines après le dîner, un samedi matin, Théo a appelé. Sa voix était calme. Fatiguée. La voix de quelqu'un qui a passé 14 jours à construire une décision brique par brique et qui a finalement posé la dernière. Pouvons-nous parler, a-t-il dit. J'ai pris une décision. Théo a choisi un café sur la Post Road à mi-chemin entre la maison de ses parents et l'appartement de Kristen. Un terrain neutre. Assez public pour que personne n'élève la voix. Assez calme pour que ce qui devait être dit puisse être dit au volume qu'il méritait. Il m'en a parlé 3 jours plus tard, assis dans la même chaise de mon salon où il s'était assis 2 semaines avant le dîner, avec un dossier plein de registres de visiteurs et un visage plein de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Cette fois, ses mains étaient vides. Sa voix était différente. Pas en colère. Pas confus. Juste achevé. Elle était déjà là quand je suis entré, a-t-il dit, assise à une table près de la fenêtre. Elle avait commandé mon café pour moi. Noir. Un sucre. Elle se souvenait de comment je le prends. C'est ça le truc avec Kristen. Elle se souvient des petites choses. Elle se souvient de votre commande de café et de l'anniversaire de votre mère et du nom de votre chien d'enfance. Elle classe ces détails et les déploie exactement au bon moment. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était de l'amour. Il a fait une pause. Ce n'est pas de l'amour. C'est un inventaire. Kristen avait commencé à parler avant qu'il ne s'assoie. La voix qui se brise.
La version des événements où tout ce qui s'était passé au dîner était un malentendu, où l'enregistrement avait été sorti de son contexte, où j'avais toujours été jalouse et avais finalement trouvé un moyen d'agir en conséquence. Elle a parlé pendant environ 8 minutes, a dit Théo. Et tout le temps, je continuais à penser à quelque chose qu'un de mes élèves a dit l'année dernière. Un garçon de 15 ans nommé Marcus. Nous étudions les sources primaires dans le module sur la guerre de sécession, et Marcus a levé la main et a dit, « Monsieur Brennan, comment se fait-il qu'à chaque fois que quelqu'un ment dans une lettre, il écrit plus de mots ?» Et je lui ai dit que c'était l'une des choses les plus intelligentes que quiconque ait jamais dites dans ma classe. Il a regardé ses mains. Kristen a utilisé beaucoup de mots. Quand elle a eu fini, Théo a dit une chose. Il l'avait construite pendant 2 semaines, la retournant, la testant contre chaque version des événements que Kristen lui avait donnés depuis leur rencontre. Et quand c'est sorti, ce n'était pas un discours. Ce n'était pas une accusation. C'était le genre de phrase qu'un professeur construit quand il veut que l'élève comprenne non seulement ce qui a mal tourné, mais pourquoi c'est important. Je reviens sans cesse à une chose, lui a-t-il dit. Tu avais quelqu'un qui a mis sa vie entre parenthèses pendant 5 mois pour s'occuper de toi. Qui t'a lavé et nourri et a dormi sur une chaise à côté de ton lit. Et tu t'es tenu devant ma famille et tu l'as appelée la bonne. Tout en portant une bague qu'elle a payée avec de l'argent que tu lui as dit être perdu. Il a fait une pause. Tu pensais chaque mot, Kristen. C'est ce qui me fait peur. Pas que tu l'aies dit. Que tu l'aies pensé. Kristen a pleuré. De vraies larmes cette fois, a dit Théo. Pas les larmes de la campagne. Celles qui viennent quand le marketing cesse de fonctionner et qu'il ne reste plus rien en dessous que la vraie personne. Je peux changer, a-t-elle dit. Donne-moi une chance. J'avais peur. Et j'étais en colère. Et je m'en suis prise à la mauvaise personne. Tu t'en es prise à la personne qui t'a sauvé. Ce n'est pas de la colère. C'est du caractère. Elle a fait glisser la bague de l'autre côté de la table. Kristen l'a fixée du regard. Le diamant a accroché la lumière du plafond et a jeté une petite ligne de couleur sur le bois, de la même manière qu'il avait jeté de la couleur sur la nappe lors du dîner. Une belle chose achetée avec de l'argent emprunté à une femme qui a été appelée une bonne pour l'avoir fournie. Je vais envoyer ça par la poste à ta sœur, a dit Théo. Elle l'a payé. Il s'est levé. A marché jusqu'à la porte. N'a pas regardé en arrière. Pas parce qu'il faisait une déclaration. Parce qu'il essayait de ne pas pleurer dans un café sur la Post Road à 11h du matin, et que regarder en arrière aurait brisé la seule chose qui lui restait, qui était la certitude qu'il faisait ce qu'il fallait. Kristen est restée assise seule à la table avec un annulaire vide, et 2 tasses de café, dont l'une qu'elle avait commandée pour un homme qui ne reviendrait plus. 4 jours après la visite de Théo au café, ma mère s'est présentée à ma porte d'entrée sans appeler d'abord. Cela ne s'était pas produit depuis des années. Diane Calloway appelle à l'avance. Elle confirme. Elle gère les attentes. Se présenter à l'improviste signifiait que quoi qu'elle soit venue dire, cela ne pouvait pas survivre à la distance d'un appel téléphonique. Elle s'est assise à la table de ma cuisine. La même table où Shai s'était assise avec du café. La même table où la feuille de calcul avait été construite. La cuisine devenait un tribunal, et je ne l'avais pas prévu ainsi. Mais c'est ce qui arrive quand votre maison est l'endroit où la vérité continue de se présenter, que vous l'ayez invité ou non. Montre-moi tout, a-t-elle dit. Pas de préambule. Pas de laisse-moi expliquer. Pas de ne faisons pas ça ici. Juste, montre-moi. L'ordinateur portable était sur le comptoir. Le dossier était dans le meuble. L'enregistrement était sur mon téléphone. La feuille de calcul était enregistrée sur mon bureau sous un nom de fichier que j'avais choisi avec soin. 14 ans. Diane a d'abord lu les registres des visiteurs. Ses yeux descendaient le long des colonnes, de la manière dont les yeux bougent quand ils comptent quelque chose qu'ils ne veulent pas compter. Puis les reçus. Puis la correspondance d'assurance. Puis les photos. Kristen dans le fauteuil roulant. La première promenade de Kristen. Le bras de ma chaise dans le coin du cadre. Elle a passé beaucoup de temps sur les photos. Plus longtemps que sur les chiffres. Parce que les chiffres sont abstraits, mais une photographie de votre fille dans un fauteuil roulant poussé par votre autre fille n'est pas abstraite. C'est spécifique et indéniable. Et cela se trouve devant vous avec un horodatage et une histoire qui ne correspond pas à celle que vous vous racontez.
10 minutes ont passé. Peut-être 12. Puis Diane a fermé l'ordinateur portable et a posé ses deux mains à plat sur la table. Et quand elle a levé les yeux, son visage n'était pas celui auquel je m'attendais. Je m'attendais à de la défensive. Je m'attendais à tu sais comment elle est. Je m'attendais au mur. Ce que j'ai eu était une question. Depuis combien de temps fait-elle ça? 7 mots. Et à l'intérieur de ces 7 mots, un aveu qui a changé la forme de tout. Parce que depuis combien de temps signifie que Diane savait déjà qu'il y avait quelque chose à mesurer. Depuis combien de temps signifie que ce n'était pas une surprise. Depuis combien de temps signifie que ma mère avait vu le schéma, avait soupçonné le schéma, avait vécu avec le schéma pendant des années, et avait choisi de ne pas poser la question jusqu'à ce que la preuve soit assise sur la table de la cuisine de sa fille dans un dossier avec 5 onglets. Depuis combien de temps ne poses-tu pas la question, ai-je dit. La bouche de Diane a tremblé. Pas le tremblement poli d'une femme qui exécute un mouvement. Le tremblement brut d'une femme qui vient d'entendre son propre silence nommé à haute voix. Elle a pleuré. Pas pour Kristen. Pas pour le dîner. Pas pour les fiançailles. Pour elle-même. Pour 30 ans de ne faisons pas ça ici, et tu sais comment elle est, et tu es la plus grande. Pour chaque fois où elle a choisi la paix plutôt que la vérité et a appelé cela de l'éducation. Je t'ai dit quand tu avais 14 ans que c'était ton travail de t'occuper d'elle, a-t-elle dit. À l'hôpital. Quand elle s'est cassé le bras, tu étais à la bibliothèque, et je t'ai dit que c'était de ta faute. Oui. C'était mal. Je suis désolé. La cuisine est restée immobile. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part à l'extérieur, un voisin a démarré une tondeuse à gazon. Et le son était si ordinaire, et tellement hors de propos, que cela m'a presque fait rire. Merci d'avoir dit cela, maman. J'aurais dû le dire il y a 23 ans. Oui. Tu aurais dû. Elle n'a pas bronché. Elle l'a encaissé. Parce qu'elle savait qu'elle l'avait mérité. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit. Je ne vais plus être la personne responsable. Pas de la manière dont je l'étais. Si Kristen t'appelle en pleurant, j'ai besoin que tu ne m'appelles pas pour réparer ça. Si quelque chose se brise dans sa vie, j'ai besoin que tu le laisses briser jusqu'à ce qu'elle ramasse les morceaux elle-même. Je comprends. Et j'ai besoin que tu lui dises la vérité. Pas une version qui protège ses sentiments. La vérité. La vraie. Celle que tu viens de lire. Diane a hoché la tête. S'est levée. A mis son manteau. A marché jusqu'à la porte. S'est retournée une fois de plus. Tu es une bonne sœur, Dana. Tu l'as toujours été. Même quand j'ai rendu les choses plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. La porte s'est fermée. La tondeuse à gazon à l'extérieur s'est arrêtée. La cuisine est devenue silencieuse de la manière spécifique dont elle devient silencieuse quand quelque chose est terminé et que quelque chose d'autre n'a pas encore commencé. 3 jours plus tard, une petite enveloppe matelassée est arrivée à mon appartement. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, la bague. Et un mot avec l'écriture de Théo, soigné et incliné, l'écriture d'un homme qui enseigne à des élèves de 3e et croit encore à l'écriture cursive. 4 mots. Ceci vous appartient. La bague est restée sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine pendant longtemps après cela. Pas portée. Pas vendue. Pas jetée. Juste là. Attrapant la lumière du matin. Un rappel de 4000 € de ce que j'avais payé et de ce que j'avais arrêté de payer. La victoire est censée ressembler à quelque chose. Dans les films, il y a de la musique. Un zoom lent sur le visage du protagoniste. Le public sait qu'il a gagné parce que la bande-son le lui dit. Il n'y avait pas de bande-son. Il y avait une bague sur le rebord de ma fenêtre et une feuille de calcul sur mon ordinateur portable. Et une sœur qui n'était plus fiancée. Et une mère qui s'était excusée pour la première fois en 23 ans. C'étaient des victoires. Chacune d'entre elles. Et elles trônaient dans mon appartement comme des meubles que je n'avais pas encore appris à arranger. C'est la bague qui me dérangeait le plus. Pas à cause de ce qu'elle coûtait. À cause de ce qu'elle signifiait. 4000 € que j'avais envoyés sans poser de questions. Pour une femme qui avait regardé 12 étrangers et m'avait appelé pour aider. La bague était la preuve de 2 choses à la fois.
Que ma sœur mentirait pour obtenir ce qu'elle voulait. Et que je le lui donnerais de toute façon. Ces deux choses étaient vraies. Et aucune d'elles n'avait encore changé. Et je n'étais pas sûr de celle que je devais réparer en premier. Je suis tombé sur Martin Brennan à l'épicerie un jeudi soir. Au rayon des fruits et légumes. Il tenait un sac de crevettes et lisait l'étiquette avec l'attention concentrée d'un homme à qui l'on a donné une liste de courses très spécifique. Dana, a-t-il dit. Pas surpris. Pas théâtral. Juste mon nom. Prononcé de la manière dont un entrepreneur à la retraite dit les choses. Avec exactement la force suffisante et pas une syllabe de plus. Monsieur Brennan. Martin. Il a posé les crevettes dans son chariot. M'a regardé un instant. Ma femme m'a parlé de votre appel téléphonique. Elle a pleuré après. Il a fait une pause. Connie ne pleure pas. Donc cela me dit quelque chose. Le rayon des fruits et légumes bourdonnait du bruit du réfrigérateur, et de la douce percussion de quelqu'un empilant des pommes à proximité. Les amuse-bouches étaient bons, au fait, a-t-il dit. Avant que tout ne parte de travers au dîner. De bonnes crevettes. Il a regardé le sac dans son chariot, essayant de les recréer. Connie dit que je ne peux pas, mais j'ai une théorie sur la marinade. Quelque chose s'est desserré derrière mes côtes. Pas un rire. Exactement. Quelque chose d'adjacent à cela. Le sentiment que vous avez quand un homme calme dit une petite chose, et que la petite chose a plus de poids qu'un discours. J'espère que la marinade fonctionnera, ai-je dit. Moi aussi. Il a hoché la tête une fois. A poussé son chariot dans l'allée. Ce fut toute la conversation. 60 secondes. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Le rapport de Diane est arrivé la semaine suivante. Pas en personne. Au téléphone. Sa voix avait une qualité que je n'avais jamais entendue auparavant. Quelque chose de dépouillé, comme une pièce qui avait été vidée de ses meubles, et qui décidait encore de ce qu'il fallait y remettre. Elle était allée à l'appartement de Kristen. Elle s'était assise à la table de la cuisine de Kristen de la même manière qu'elle s'était assise à la mienne. Et elle avait dit les mots qu'elle m'avait dit qu'elle dirait, parce que quoi que soit ma mère par ailleurs, c'est une femme qui tient ses promesses une fois qu'elle les a finalement faites. Je lui ai dit la vérité, a dit Diane. Je lui ai dit qu'elle m'avait menti. Qu'elle t'avait menti. Qu'elle avait menti à ce garçon. Je lui ai dit que j'avais passé 30 ans à chercher des excuses pour son comportement. Et que j'avais fini. Qu'a-t-elle dit? Elle a demandé si je te choisissais plutôt qu'elle. Et je lui ai dit que je ne choisissais personne. Je lui disais la vérité pour la première fois. Et la vérité est qu'elle avait tort. La ligne est restée silencieuse un moment. Puis Diane a ajouté, presque après coup. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée assise là. Cela m'a fait plus peur que tout. L'appel de minuit est venu 11 jours plus tard. Mon téléphone s'est allumé à 1h47 du matin. Kristen. Pas un SMS. Un appel. Le genre d'appel que les gens passent quand envoyer des SMS ne suffit pas. Et qu'attendre le matin n'est pas possible. Et que la seule chose qui reste est le son de la voix d'une autre personne, confirmant que vous existez toujours. J'ai décroché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que 30 ans à être la grande sœur ne se désactive pas à 1h47. Même quand vous avez passé les 3 dernières semaines à essayer de désapprendre cela. Elle n'a pas parlé tout de suite. Il y avait une respiration. Puis un son qui n'était pas tout à fait des pleurs et pas tout à fait des paroles. Le son qu'une personne fait quand elle se tient au bord de quelque chose d'honnête, et n'est pas sûr que le sol tiendra. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Sa voix était dépouillée de tout. Pas de marketing. Pas de charme. Pas de stratégie. Juste une femme seule dans un appartement à 1h du matin, parlant à la personne qu'elle a le plus blessée. Je ne sais pas pourquoi je fais tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à Théo ces choses sur toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'argent. Je ne sais pas pourquoi je me suis tenu devant ces gens et ai dit ce que j'ai dit. Je n'arrête pas d'essayer de trouver la raison. Et il n'y a rien là. Juste moi. L'appartement était sombre. La bague était sur le rebord de la fenêtre. Le réfrigérateur bourdonnait. Je sais, ai-je dit.
Silence. Tu l'as dit parce que tu te le dis à toi-même depuis des années. Que je suis juste laide. Que ce que j'ai fait ne compte pas. Parce que si cela compte, alors tu me dois quelque chose que tu n'as jamais voulu devoir à personne. De la gratitude. Et la gratitude signifie admettre que tu avais besoin de moi. Et admettre que tu avais besoin de moi signifie admettre que tu n'étais pas assez forte toute seule. Et c'est la seule chose que tu n'as jamais été prête à dire. La respiration à l'autre bout a changé. Plus lente. Plus lourde. Pouvons-nous réparer cela? Je ne sais pas. Mais je sais que cela ne commence pas par un appel téléphonique à 1h du matin. Cela commence par toi disant la vérité à une personne. Juste une. Sans que j'aie besoin de faire jouer un enregistrement d'abord. La ligne est devenue silencieuse. Puis un clic. Puis rien. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table de nuit. J'ai remonté la couverture. J'ai regardé le plafond pendant un long moment. Et pour la première fois en 30 ans, je ne me suis pas senti responsable de ce qui s'est passé ensuite. 3 mois plus tard, l'appartement sentait toujours la peinture fraîche. Pas parce que la peinture était fraîche. Parce que j'avais choisi une couleur appelée lundi vert qui n'arrêtait apparemment jamais de sentir comme une décision. Ce qui semblait approprié. La promotion est arrivée en octobre. Coordinatrice principale de la facturation. Même hôpital. Même département. Titre différent. Bureau différent. Chaise différente qui ne grince pas quand je me penche en arrière pour penser. Mon patron m'avait prise à part en septembre et m'avait dit « Vous faites ce travail à un niveau supérieur depuis 2 ans. Nous ne faisons que mettre la paperasse en conformité avec la réalité. » Ce qui était, si l'on y réfléchit, l'histoire de ma vie racontée en une phrase par un homme qui ne savait pas qu'il la racontait. Shai est venu un samedi avec des plats à emporter et une bouteille de vin qui coûtait plus cher que son budget habituel. Ce qui signifiait qu'elle fêtait quelque chose ou s'inquiétait pour quelque chose. Et avec Shai, ces deux choses se ressemblent souvent. Tu as l'air différente, a-t-elle dit, en sortant des récipients du sac. Différente comment? Plus légère. Comme si tu avais posé quelque chose. J'ai arrêté de porter le poids de 2 personnes. Il s'avère que l'on marche plus vite avec seulement le sien. Elle m'a regardé par-dessus le pas de taille. Le regard de l'infirmière des urgences. Celui qui voit au-delà de ce que vous dites pour voir ce que vous lui dites réellement. Bien, a-t-elle dit. Il était temps. Kristen et moi nous étions parlé 2 fois depuis l'appel de minuit. Les 2 conversations avaient été courtes. Les 2 avaient été inconfortables. Les 2 avaient été vraies. C'était nouveau. Inconfortable et vrai n'avaient jamais coexisté dans notre famille auparavant. Nous avions toujours choisi confortable et faux. De la manière dont on choisit une chaise qui a l'air belle, mais qui ne soutient pas vraiment le dos. Elle avait commencé une thérapie. Pas parce que je l'avais demandé. Parce que Diane était allée à son appartement une 2e fois et avait dit « Vas-y. » Où j'ai fini moi aussi. Et ce qui manquait à Diane en matière de timing, elle l'avait apparemment trouvé en termes de suivi. Parce que Kristen y est allée. Tous les mardis à 4 heures. Si cela aidait, je ne le savais pas. Si cela durerait, je ne pouvais pas le dire. Mais elle y allait, et c'était la première chose que Kristen avait faite depuis longtemps qui n'était pas pour un public. Nous n'étions pas guéris. Nous n'étions pas brisés. Nous étions quelque part entre les deux, là où la lumière passe, mais où les murs sont encore fissurés. Et aucune de nous ne prétendait que les fissures n'étaient pas là. C'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. L'appel de Connie est arrivé un mercredi. Dana, c'est Connie. J'appelle pour t'inviter au dîner de dimanche. Martin travaille sur une recette de crevettes depuis 3 mois, et il est convaincu que c'est la bonne fournée. Je suis moins convaincu. Mais l'homme a acheté un thermomètre spécifiquement pour cela. Donc nous sommes engagés. Connie, j'apprécie cela, mais je ne veux pas que les choses soient gênantes avec Théo. Théo a déménagé dans un nouveau district scolaire en septembre. Il n'est pas là. Une pause. Il ne s'agit pas de Théo. Il s'agit du fait que Martin t'aimait bien. Je t'aimais bien. Et Beth demande de tes nouvelles à chaque fois qu'elle appelle du Michigan. Tu t'es assise à notre table une fois, dans de terribles circonstances, et j'aimerais que tu t'y assoies à nouveau dans de meilleures conditions.
Elle. La cuisine était silencieuse. La bague était sur le rebord de la fenêtre. La lumière d'hiver filtrait avec un angle bas, de la manière dont elle le fait dans le Connecticut en novembre, quand le soleil abandonne Tom et tire le meilleur parti des heures qu'il a et dit à Martin que j'aime les crevettes, ai-je dit. Il sera ravi. Il a une théorie sur la marinade. J'en ai entendu parler. Samedi matin. Ma cuisine. Une assiette sur la table. Une tasse de café. Aucune livraison à préparer. Aucun formulaire d'assurance à remplir pour quelqu'un d'autre. Aucun repas à emballer et à conduire de l'autre côté de la ville. Juste une femme à sa propre table, dans son propre appartement, mangeant son petit déjeuner au rythme où elle voulait le manger. La bague reposait sur le rebord de la fenêtre dans une petite boîte que j'avais trouvée dans un magasin d'artisanat. Le genre destiné aux boucles d'oreilles. 4000 € de diamants et de métal, attrapant la lumière du matin de la même manière qu'il avait accroché le lustre lors du dîner et le néon au-dessus de la tête au café. Elle avait été à la main de ma sœur, puis sur une table de café, puis dans une enveloppe matelassée. Et maintenant ici. Pas portée. Pas vendue. Pas cachée. Juste présente. Un rappel que j'avais payé pour quelque chose. Et que j'avais arrêté de payer. Il y a une version de cette histoire où la fin est nette. Où des sœurs se réconcilient à une table de cuisine et pleurent et s'enlacent et promettent de faire mieux et où tout est pardonné en un seul après-midi. C'est une belle histoire. Ce n'est pas celle-ci. Cette histoire se termine à une table. Mais c'est ma table. Et la femme qui y est assise n'est pas la femme qui s'est assise au dîner des Brennan il y a 3 mois. Cette femme aurait entendu le mot bonne et l'aurait avalé. Aurait lissé sa serviette et regardé son assiette et l'aurait ajouté à la longue liste des choses auxquelles elle a survécu en prétendant qu'elle ne s'était pas produite. Cette femme s'est levée. C'est la différence. Pas la preuve. Pas l'enregistrement. Pas la feuille de calcul. Ni les registres des visiteurs. Ni les 4000 €. La différence est que quelque part entre le premier poivron que j'ai coupé un mardi soir, et la dernière conversation que j'ai eue avec ma sœur à 1 h du matin, j'ai cessé de croire que le silence était la même chose que la force. Ce n'est pas le cas. Le silence n'est que du silence. Et parfois, la chose la plus courageuse qu'une femme puisse faire est d'ouvrir la bouche à une table de dîner et de dire « c'est ce que la bonne a fait ». Si quelqu'un dans votre vie vous a appelé l'aide, l'invisible, celle qui maintient tout ensemble pendant qu'il se tient dans la lumière et s'en attribue le mérite, je veux que vous entendiez quelque chose qui m'a pris 30 ans à dire à haute voix. Vous n'êtes pas la bonne. Vous êtes la fondation. Et les fondations ne s'excusent pas de rester debout. Si vous avez passé des années à être celle qui est présente, celle qui cuisine et nettoie et conduit et paie et ne demande jamais de reconnaissance, cette histoire ne parle pas d'une table de dîner. Elle parle du moment où vous décidez que votre silence ne protège plus personne. Il ne protège que les personnes qui profitent du fait que vous restiez silencieuse. La leçon la plus dure que Dana ait apprise n'était pas que sa sœur était ingrate. Elle le savait déjà. La leçon la plus dure était qu'elle avait tenu des registres pendant des années parce qu'au fond d'elle-même, elle n'avait jamais cru que sa propre famille la croirait sur parole. Et elle avait raison. Alors voici la question qui mérite que l'on s'y attarde ce soir. Si vous arrêtiez de faire tout ce que vous faites pour les personnes qui ne vous remercient jamais, combien de temps leur faudrait-il pour le remarquer? Et quand elles appelleraient enfin, que diriez-vous?